Bismillah. Le marquis regagna son domicile après un déjeuner particulièrement intéressant. Entouré de politiciens qui s'exprimaient avec franchise, il avait beaucoup appris sur la situation entre la France et l'Angleterre. Il allait entrer dans la bibliothèque lorsque son secrétaire le rejoignit, un grand feuillet à la main. « Qu'y a-t-il, Carrington ?»« J'ai pensé que monsieur le marquis aimerait connaître le nom des invités qui ont accepté son invitation. Je crains que nous n'ayons plus de monde que prévu. » Le marquis sembla se parler à lui-même. « Je ne suis pas étonné. Il savait que ces invitations, d'une façon générale, étaient les bienvenues, et même ce dîner, organisé au dernier moment, avait provoqué des réponses enthousiastes dès qu'il en avait parlé autour de lui. Il prit la liste que lui tendait son secrétaire, la parcourut, et se félicita d'avoir choisi des personnes que Lady Newland apprécierait, ainsi qu'un certain nombre de jeunes gentilshommes qui seraient ravis de rencontrer Héloïse. Le marquis s'estima plutôt magnanime d'entourer Héloïse d'admirateurs. Mais à vrai dire, ce n'était pas sans raison. Dérouté ces derniers jours par son attitude, il désirait l'observer pendant que l'un ou l'autre lui ferait la cour. Avant son escapade, de toute évidence, elle recherchait les hommages masculins, les provoquait volontiers, afin de lui prouver qu'elle était très convoitée. Puis l'autre soir, chez la comtesse de Dorset, elle s'était contentée de conversations calmes et sérieuses avec ses cavaliers, et avait laissé choir ceux qui se montraient trop ardents. « D'où vient ce changement ?» se demanda le marquis. « Ne serait-ce en fait qu'une façon nouvelle de chercher à me captiver ?» Il croyait tout connaître du jeu de la séduction féminine, et voilà qu'Héloïse le surprenait. N'allait-elle pas même jusqu'à se dérober quand il leur était possible de se retrouver en tête-à-tête? C'était franchement déconcertant. M. Carrington le tira de sa rêverie. « Pour l'instant, monsieur le marquis, nous avons en tout 60 invités. »« Et suffisamment de place, » répondit le marquis en souriant. Il jeta de nouveau un regard à la liste. « Ajoutez Lord Rothesby, et faites-lui porter une invitation immédiatement. » M. Carrington réfléchit un instant avant de préciser. « Lord Rothesby n'ayant encore jamais été invité, je ne connais pas son adresse. On peut le joindre au White Club ?» Sur ces mots, le marquis se dirigea vers le bureau où attendait le courrier qui devait être signé. Certes, Rothesby et ses propres amis seraient surpris par cette invitation, mais il se devait vis-à-vis de Lord Hawkesbury d'observer d'un peu plus près un homme soupçonné d'espionnage. Si je n'apprends pas grand-chose d'une si brève rencontre, c'est pour le moment tout ce que je peux faire, se dit-il. Dans le salon que le marquis fréquentait, Lord Rothesby n'avait aucune chance d'être convié. Il aurait pu l'approcher au White Club, mais il en avait été empêché par sa réputation d'homme extrêmement exigeant dans le choix de ses interlocuteurs. Et s'il s'était malgré tout résolu à cette démarche, ceux qui le connaissaient se seraient posé des questions, y compris Rothesby, qui d'emblée aurait été sur ses gardes, dans le cas où il aurait effectivement quelque chose à se reprocher. En revanche, pensa le marquis, s'il vient ici ce soir, ce sera en donnant l'impression d'accompagner des amis. Ainsi personne ne s'étonnera de sa présence. Abandonnant son courrier, il reprit la liste que M. Carrington avait posée devant lui et la relut. Il fut vite frappé par le fait qu'Héloïse n'avait aucunement contribué au choix des invités. Et l'idée lui vint qu'il ferait bien d'aller s'assurer auprès d'elle que nul oubli malencontreux n'avait été commis. Il dut admettre à cette occasion qu'il avait très envie de revoir Héloïse. La nuit dernière, avant de s'endormir, il s'était beaucoup interrogé au sujet de son attitude envers lui. Beaucoup trop, sans doute. Curzon Street n'était qu'à 2 pas, mais son cabriolet étant resté devant la porte, sans réfléchir, il y monta. Le conduisit lui-même et s'arrêta quelques minutes plus tard devant la demeure de Lady Newland. Il remarqua qu'un autre cabriolet devait attendre depuis un certain temps dans la rue. Un cocher le faisait aller et venir afin de tromper l'impatience des chevaux. Héloïse avait-elle déjà une visite?
La porte était ouverte, un seul laquais se trouvait dans le hall. Il s'empressa de prendre le chapeau et les gants du marquis. Mademoiselle Wingate est-elle ici? Dans le salon, monsieur le marquis. Ne prenez pas la peine de m'annoncer. Déjà le marquis traversait le hall. Il s'apprêtait à ouvrir la porte du salon lorsqu'il entendit Héloïse pousser un cri. Gilda avait commencé la journée en imaginant la joie de sa marraine, une joie qu'elle partagerait avec excitation. En même temps, elle serait ravie de découvrir la maison du marquis et, pour être tout à fait honnête, de revoir cet homme qui, certes, lui inspirait la crainte d'être démasqué, surtout lorsqu'il entreprenait de lui poser des questions, mais qui était si différent de tous les autres gentilshommes qu'elle avait rencontrés depuis son arrivée à Londres. Ce que cela supposait, elle avait du mal à se l'expliquer. Sans doute reconnaissait-elle au marquis une intelligence qui manquait à ces jeunes gens dont elle n'appréciait ni les compliments excessifs, ni les intonations languissantes que leur dictait la mode. Ce serait très intéressant d'entretenir des rapports amicaux avec lui, se dit-elle, tout en sachant que cela était impossible. Sa finesse lui permettait de comprendre que le marquis n'avait pas été dupe des intentions de sa sœur. Il avait très probablement découvert que le départ impromptu d'Héloïse à la campagne n'avait eu d'autre but que de l'amener à se déclarer. À son avis, le marquis n'avait aucun projet matrimonial, et il n'en aurait certainement jamais eu avec une obscure jeune femme nommée Héloïse Wingate, qui n'avait pour seul atout que sa beauté. Sa mère lui avait toujours expliqué que les grands aristocrates anglais ne connaissaient que mariage de raison, alliance basée sur la fortune au bénéfice des familles. Et Madame Wingate ajoutait: de toute façon, la noblesse royale, celle qui est de sang bleu, ne s'allie qu'à ses semblables. Je te souhaite ainsi qu'à Héloïse de faire un mariage avantageux, mais rien n'est plus important que d'épouser l'homme que l'on aime. Sa voix s'était encore adoucie lorsqu'elle avait dit: votre père m'aimait. Ce fut sa seule raison de me prendre pour femme. Moi en plus, je l'admirais au point que je ne me sentais pas digne de lui. En écoutant sa mère, Gilda s'était juré de se marier par amour. L'amour était peut-être ce qui manquait aux invités de la comtesse de Dorset. Gilda avait remarqué qu'en dépit de leurs vêtements somptueux, de leur beauté, de l'éclat des bijoux, la plupart ne lui avaient pas semblé particulièrement heureux. Mais ce monde-là était celui du marquis, non le sien, et Héloïse n'y avait été, elle aussi, qu'une étrangère. Peut-être aurait-elle finalement épousé Sir Humphrey, songea Gilda. Cette pensée la fit frémir, car la seule vue de cet homme lui donnait froid dans le dos. Quand Lady Newland alla s'allonger après le déjeuner, tout en affirmant qu'elle n'avait nullement besoin de repos, Gilda descendit au salon s'occuper des fleurs qu'on avait livrées pour elle le matin. Tandis qu'elle disposait les bouquets de tulipes et de jonquilles dans des vases de cristal, elle se demanda comment l'on pouvait préférer passer l'été à Londres plutôt qu'à la campagne. Si j'étais la reine, je serais à Londres en hiver, parce qu'il y fait plus chaud, mais l'été je vivrais à la campagne, lorsqu'il est si agréable de se promener au soleil parmi les fleurs. Puis elle se souvint que sa vie au manoir ne consistait pas à flâner dans un jardin fleuri, mais plutôt à travailler durement dans le potager. Retourner à la terre lui donnait des ampoules, et elle avait craint, en arrivant à Londres, que l'on ne remarquât qu'elle n'avait pas les mains aussi blanches et douces que celles d'Héloïse. Maintenant, loin des travaux manuels, ses pommes devenaient plus lisses. Qui pourrait désormais imaginer l'énergie qu'elle avait dépensée à bêcher et à sarcler afin de survivre? J'ai tellement de chance d'être ici, se dit-elle, et elle chantonnait avec allégresse quand un laquais vint annoncer: Sir Humphrey Grange demande à être reçu par mademoiselle. Gilda eut un petit sursaut, et elle aurait demandé au serviteur de laisser croire à son absence, si une idée ne lui était venue à l'esprit. Faites entrer Sir Humphrey. Henri, mais seulement dans une petite minute, lorsque je serai monté me donner un coup de peigne. Aussitôt elle s'éclipsa, empruntant l'escalier de service. Elle courut dans sa chambre, ouvrit le coffret à bijoux, prit la parure de saphir et l'enveloppa dans un papier de soie. Puis, sans même jeter un coup d'œil dans le miroir, elle redescendit précipitamment. Au cours de la nuit, elle avait décidé de rendre à Sir Humphrey le cadeau qu'il avait offert à Héloïse. Il le fallait, si elle voulait se sentir libre de repousser ses avances. Quand elle revint dans le salon, elle trouva Sir Humphrey debout près de la cheminée, encore plus rougeaud et plus inélégant qu'au bal de la comtesse. « Bonjour, ma ravissante enchanteresse.
Il porta à ses lèvres la main qu'elle lui tendait et la baisa avec un élan passionné. Consternée, elle sentit sur sa peau la pression de ses lèvres et retira sa main d'un mouvement sec. « Je vous adore, dit-il. Votre beauté m'éblouit, m'aveugle, et j'espère qu'aujourd'hui vous serez un peu plus aimable que l'autre soir. » D'une voix qu'elle voulait calme et ferme, Gilda aborda notre sujet. « J'ai quelque chose pour vous, sire Humphrey. Qu'est-ce ? Vous avez été très bon en me donnant ces superbes saphirs, mais j'aurais dû vous expliquer que je ne peux pas accepter un tel présent. Ce ne serait pas bien de ma part. » Elle se récria d'un ton agressif. « Que voulez-vous dire ?» Mal à l'aise, elle fit cependant en sorte de ne pas fléchir. « Comprenez bien que j'apprécie votre geste, mais vous savez aussi bien que moi qu'une femme ne doit pas accepter de cadeaux, sinon peut-être un bouquet de fleurs, d'un homme avec lequel elle n'entretient aucun lien particulier. » N'ayant préparé aucune explication, elle avait eu du mal à trouver ses mots. Sir Humphrey crut pouvoir résoudre facilement ce qui lui semblait un problème de bienséance. Il est aisé de remédier à cela. Je vous ai demandé de m'épouser. Il vous suffit de dire oui. La réponse est non, Sir Humphrey. Elle vit apparaître dans son regard une expression féroce. Que signifie ce refus? Vous n'avez cessé de me faire patienter avec des peut-être plus tard, sans doute, un jour ou l'autre. Pourquoi me rejetez-vous tout à coup? Ce n'est pas exactement ce que je fais. Mais si. Staverton aurait-il choisi de se déclarer? À ce sujet, les paris au White Club vous donnaient perdante à 50 contre 1. Vous vous égarez, il s'agit d'autre chose. Je n'ai tout simplement pas l'intention de me marier pour l'instant. Je vous en prie, Sir Humphrey, reprenez votre cadeau. Elle lui tendait les saphirs, mais il ignora son geste. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous avez changé. Vous m'avez toujours laissé entendre clairement que j'étais pour le moins le deuxième sur la liste. Elle le soupçonna soudain d'être moins stupide qu'il en avait l'air, et elle redoutait qu'il ne devienne trop inquisiteur. Il faut que vous sachiez que je préfère rester avec ma reine un an de plus. C'est une décision qui l'a enchantée. Sir Humphrey s'exclama. « Je ne vous crois pas. Vous me prenez pour un imbécile, mais j'entends bien connaître la raison qui vous pousse à vous débarrasser de moi. »« Ce n'est pas cela, dit-elle d'une voix triste. Alors qu'y a-t-il » Il la regarda longuement et son agressivité peu à peu sembla fondre. Une toute autre expression apparut dans ses yeux. Gilda ne savait pas qu'elle était plus ravissante que jamais avec ses cheveux d'or brillants dans le soleil qui filtrait à travers les vitres, son regard anxieux et ses lèvres tremblantes. Et soudain Sir Humphrey s'écria « Je vous aime et je vais vous apprendre à m'aimer. Cessons de nous affronter, Louise. Je vous couvrirai de diamants, tous vos souhaits seront comblés. » D'un geste brutal, qu'elle n'eut pas le temps d'esquiver, il l'attira contre lui. « Non, je vous en prie, non !» Malgré la carrure impressionnante de Sir Humphrey, elle chercha à se débattre, plaqua ses mains sur son torse pour se libérer. Mais il la retenait avec une force telle qu'elle mesura vite son impuissance. « Je veux vous aimer, lui dit-il. » Il approchait sa bouche de la sienne, elle détourna la tête, alors il imprima sur ses joues un baiser insistant. Puis il resserra son étreinte et elle sut qu'il finirait par prendre ses lèvres. « Non, non !» s'exclama-t-elle. Mais elle sentait la passion monter en lui, la pression de sa bouche sur sa peau, elle laissa échapper un cri. Ce fut le cri de frayeur d'un petit animal pris au piège. Et désespérée, elle croyait que plus rien ne pouvait retenir Sir Humphrey. Lorsque la porte du salon s'ouvrit et qu'une voix retentit lourde de colère. « Que croyez-vous donc faire ?» Elle sut qu'elle était sauvée. Se soustrayant à l'emprise de Sir Humphrey, trop surpris pour la retenir encore, elle courut se jeter dans les bras de son sauveur. Le marquis se tenait dans l'embrasure de la porte. Il passa un bras autour des épaules de Gilda, tandis qu'elle pressait son visage contre son épaule. Sir Humphrey le toisait avec l'air furieux d'un dindon qui vient de recevoir le coup de bec d'un congénère. Le marquis l'interpella de nouveau d'un ton cinglant, comme un coup de fouet. « Je vous ai posé une question, Grange. Ce que je fais ici ne vous concerne pas. Et Louise m'a dit que vous n'étiez pas fiancé, or moi je lui ai demandé de m'épouser. Et vous lui exprimez si bien votre affection qu'elle doit appeler à l'aide? Sans doute savait-elle que son sauveur se trouvait dans les parages, rétorqua Sir Humphrey. Elle se pencha pour ramasser les saphirs qu'au cours de leur affrontement Héloïse avait laissé tomber, puis il lui lança d'un ton persifleur. « Très bien, mademoiselle Wingate, je reprends mes bijoux, et je retire ma demande en mariage. Vous m'avez parfaitement laissé voir vos ambitions. Je souhaite simplement qu'une déception vous soit évitée. » Elle avait appuyé sur cette dernière phrase. Lorsqu'il fut sorti en claquant la porte derrière lui, Gilda resta quelques instants, muette, la tête baissée. « Je suis désolée, dit-elle à la fin.
Le marquis remarqua sa pâleur et les tremblements qui l'agitaient encore, bien que plus faiblement. Elle alla vers la fenêtre devant laquelle elle se tint. Le dos tourné au salon, en quête d'un apaisement, elle s'en voulait d'avoir cédé à une panique qui lui semblait maintenant quelque peu ridicule. Il est vrai qu'elle ne s'était jamais trouvée dans une pareille situation. Incapable de réfléchir, elle avait voulu échapper à Sir Humphrey comme si sa vie même était menacée. Tandis qu'elle attendait de retrouver son souffle, elle pensa soudain que le marquis savait maintenant que Sir Humphrey lui avait offert des bijoux, et rien ne pouvait l'humilier davantage. Il m'est impossible de donner la moindre explication, se dit-elle. Il vaut mieux que je me taise. De toute façon, le marquis doit me mépriser. Les battements de son cœur s'étant apaisés, elle se retourna et répéta d'une petite voix hésitante. « Je suis désolé, vraiment. » Le marquis répondit froidement. « Il y a de quoi. Si vous encouragez ce genre d'homme à vous courtiser, vous devez vous attendre à ce qu'il se comporte tôt ou tard comme un animal. » Il m'a terrorisé. Curieux. J'imaginais que vous aviez assez d'expérience pour maîtriser les débordements de ceux à qui vous faites perdre leur sang-froid. Gilda recommença à trembler, mais d'une façon différente. Les sarcasmes que le marquis exprimait calmement lui faisaient plus de mal qu'une réaction violente. « Venez vous asseoir, Héloïse, dit-il brusquement, j'ai à vous parler. »« Non, s'il vous plaît, je ne pourrai vous donner aucune explication, simplement je souhaite que Sir Humphrey m'ignore désormais, comme il s'est proposé de le faire. »« Vous êtes sincère ? » ?»« Oh oui, il m'apparaît de plus en plus horrible. Il y en a en lui quelque chose de très déplaisant. » Elle s'avisa tout à coup que sa sœur ne se serait sans doute jamais exprimée ainsi. Et le marquis, comme tous ceux qui l'avaient connu, devait être absolument persuadé qu'Héloïse avait incité Sir Humphrey à la courtiser et à lui offrir de somptueux présents. « Je n'ai plus rien à dire à ce sujet. Je vous en prie, laissez-moi. Je vais partir, puisque vous le désirez, mais avant, je voudrais que nous parlions de la réception de ce soir. J'étais d'ailleurs venu pour cela. » Rassurée par ce changement de conversation, Gilda s'éloigna de la fenêtre pour aller s'asseoir près de la cheminée. Elle sentait peser sur elle ce regard pénétrant qu'elle avait déjà remarqué lors de leur première rencontre. À sa grande surprise, elle entendit lui dire d'un ton sec « Regardez-moi ». Docile, elle releva la tête et bien qu'intimidée soutint son regard. « J'ai vraiment l'impression que vous êtes encore effrayé, dit-il. C'est ridicule de ma part, mais c'est plus fort que moi. Grange ne vous importunera plus, je m'en porte garant. S'il vient vous voir, refusez de le recevoir, et s'il insiste, faites-le moi savoir, j'interviendrai. Il ne faut pas vous mettre dans l'embarras, ne vous inquiétez pas. Je n'apprécie guère cet homme, ce sera une occasion de le lui montrer. » Il ajouta après une pause, « Oublions-le. Pour l'instant, je vous ai apporté la liste de mes invités. Dites-moi si vous le jugez incomplète. Merci, c'est très gentil. » Elle prit le feuillet que le marquis lui présentait en se demandant quelle serait sa réaction s'il apprenait que tous ces noms, écrits avec soin par M. Carrington, lui étaient pratiquement inconnus. Il aurait fallu donner le change en ajoutant au moins un nom. Mais victime d'une absence, elle fut incapable de se souvenir du patronyme de ce gentilhomme que Lady Newland avait été si heureuse de revoir au bal de la comtesse. Elle se contraignit alors à lire toute la liste lentement, sachant que le marquis s'attendait à ce qu'elle prenne cette peine. « Cela me paraît parfait, dit-elle finalement. Je suis certaine que ma reine sera enchantée de retrouver tant d'amis de longue date. Sont-ils tous ses amis? Vraiment? Il me semble. » Un sourire flotta sur les lèvres du marquis. « Il y a 2 ans que vous viviez ici. Vous devez donc pouvoir reconnaître les véritables préférences de Lady Newland. »« Bien sûr, » affirma-t-elle d'un ton précipité. « Tous ceux que ma reine aime particulièrement sont sur votre liste. » Elle soupçonna le marquis de la juger trop égoïste pour être attentive à Lady Newland et à ses amitiés. Mais dans l'impossibilité de le détromper, elle se contenta d'insister. « Je vous assure que vous avez pensé à toutes les personnes qui comptent aux yeux de ma reine. Quant à Sir Humphrey, j'imagine que vous ne souhaitez pas que je l'invite. » Gilda laissa échapper un petit cri de protestation, avant de se rendre compte que le marquis la taquinait. « Ce n'est pas drôle, dit-elle. Pourquoi éprouvez-vous soudainement tant d'aversion pour lui? Et que signifiait cette histoire de bijoux qu'il vous aurait offert? » Alarmée, ne trouvant pas d'autre échappatoire, elle répondit précipitamment. « Il m'en a donné, en effet, mais je les ai refusés. » Quelle audace! À qui croit-il avoir affaire? Ne sait-il pas distinguer une lady d'une...
Il s'interrompit, conscient d'avoir été sur le point de parler trop crûment. Cependant, Gilda devina la fin de la phrase, grâce à ce qu'elle avait pu lire à ce sujet. Et puis elle avait un jour entendu son père parler de ces femmes qui reçoivent de l'argent et des bijoux de leurs protecteurs. La pensée lui vint que le marquis pensait sans doute que Sir Humphrey la traitait comme une femme facile, dont on achetait les faveurs. Elle en eut le rouge aux joues. Et ce ne fut pas uniquement à cause d'un embarras personnel. Elle commençait en effet à se demander à quel jeu Héloïse s'était livrée pour remplir son coffret de bracelets, de colliers et de boucles d'oreilles. En proie à ces sombres pensées, elle se leva et machinalement se dirigea vers la porte, comme si elle s'apprêtait à quitter le salon. « Me fouillez-vous, Héloïse? C'est inutile, je vais partir. » Elle se retourna vers le marquis. « Je vous remercie de m'avoir sauvée et d'être arrivé quand il le fallait. » Un frisson la traversa. Tandis qu'elle imaginait avec dégoût les lèvres de Sir Humphrey sur les siennes. À quelques secondes près, elle aurait vécu l'expérience la plus déplaisante, la plus dégradante qui fût. Le marquis répondit d'un ton ferme. « Ne parlons plus. Mais souvenez-vous que s'il continue à vous tourmenter, j'interviendrai. À l'avenir, abstenez-vous d'inciter les hommes aux écarts de conduite, bien que ce soit l'un des passe-temps favoris que les femmes s'accordent. Je vous assure que ce n'est pas mon cas. Ou si je l'ai fait, ce n'était pas de façon délibérée. » Elle eut de nouveau l'impression que le marquis la regardait en cherchant à s'assurer de sa sincérité. Puis il sourit et lui tendit la main. « À ce soir, Héloïse, le plaisir de votre main sera notre principale préoccupation. Je m'en réjouis, et je vous remercie de tout cœur de votre gentillesse. Vous me direz merci plus tard, si la soirée est aussi réussie que je le souhaite. En attendant, vous devriez aller vous reposer, vous remettre du choc que vous venez de subir. » Il lui avait parlé avec une douceur inattendue. Impulsivement, elle répondit, « Quand vous me priez d'oublier cet incident, je ne demande qu'à vous obéir. Voilà un pas dans la bonne direction, ce qui n'a pas été fréquent par le passé. À ce soir, donc, et ne pensez plus qu'à la fête qui, comme je l'espère, vous réjouira. » « Oui, ce sera une fête, » affirma-t-elle. Lorsqu'elle retira sa main de la sienne, elle éprouvait le regret de rompre un contact qui lui procurait un sentiment de sécurité. Non seulement le marquis la protégeait contre Sir Humphrey, mais il éloignait aussi sa peur d'être démasquée. « C'est absurde, » se dit-elle aussitôt. Elle devait plutôt le craindre, car le marquis était plus que tout autre susceptible de découvrir la supercherie. Avant d'ouvrir la porte, elle se retourna et lui sourit, et à cet instant précis, elle eut de façon tout à fait illogique la certitude que le marquis ne l'inquiétait plus. À la lumière des lustres et des chandeliers, la demeure du marquis paraissait encore plus somptueuse que dans la journée, ce qui avait un soir provoqué chez le prince de Galles une certaine irritation. « J'ai dépensé une fortune pour Carlton House, Staverton, et je ne suis même pas parvenu aux effets artistiques que vous avez obtenus ici. Fort peu désireux de provoquer la jalousie du prince, le marquis s'était répandu en élan sur la maison dont tout Londres parlait, et qui était la fierté et la joie de son interlocuteur princier. Elle n'était pas encore achevée, et déjà elle avait coûté une somme astronomique et entraîné des dettes qui ne seraient pas honorées avant longtemps. Le hall en marbre du marquis, avec ses colonnes de granit rose et ses statues exquises, avait tellement fasciné Gilda qu'elle n'avait gravi qu'à regret le grand escalier aux rampes sculptées et dorées qui menait au premier étage. Quand elle se fut débarrassée de sa cape et de celle de Lady Newland, elle redescendit dans le hall et prit le bras de sa marraine. « Où sommes-nous, ma chère enfant? C'est une surprise et vous devrez deviner le nom de votre hôte. » Quelques minutes plus tard, le marquis les reçut dans un immense salon, illuminé par 3 imposants lustres de cristal. Dès qu'il ouvrit la bouche pour la saluer, Lady Newland s'exclama. « Je vous reconnais, monsieur le marquis. Êtes-vous notre hôte ce soir? » « Je le suis, en effet, tandis que vous, madame, vous êtes mon invité d'honneur. Cette soirée est la vôtre. »« C'est merveilleux, je peux à peine y croire. Comment pouvez-vous être si généreux, si aimable ?» La voix de Lady Newland trahissait son enchantement. Gilda adressa au marquis un sourire ravi
qui lui rendit. Au bras de son hôte, Lady Newland s'avança à la rencontre des autres invités. La majorité d'entre eux comptaient de fait parmi ses plus anciens amis. Le marquis ne s'est pas trompé, remarqua Gilda, qui songea qu'elle ne lui avait été d'aucune aide. Une autre réflexion s'imposa également à son esprit. Son apparence, ainsi que celle de sa marraine, satisfaisait sans doute le marquis, aussi critique fut-il. Une autre réflexion. De bonne heure, elle avait fait appeler le coiffeur, qui put prendre son temps pour réaliser 2 superbes coiffures. Il avait orné les cheveux de Lady Newland d'une tiare et les siens de camélia d'un blanc très pur, qui se mariait à la couleur virginale de sa robe. C'était une robe d'un prix si élevé qu'elle se sentait un peu coupable de la porter. Elle lui inspirait presque l'envie de s'excuser en évoquant sa sœur. Mais elle fut convaincue d'avoir bien choisi, après qu'elle eut décrit sa tenue à Lady Newland. « Oh, je suis heureuse que tu portes cette robe. » Ce soir, s'était exclamée sa marraine. « C'est l'une des plus jolies que je t'ai jamais achetées. Et pourtant, il me semblait qu'elle te laissait indifférente. » Aussitôt, Gilda avait répondu. « Vous vous trompiez, marraine. Je la trouve absolument ravissante, et je ne vous remercierai jamais assez de m'offrir la garde-robe d'une princesse de conte de fées. » Lady Newland avait ri. « Espérons qu'un prince charmant te parlera de ta beauté. » Gilda n'avait rien répondu. La soirée étant donnée en l'honneur de sa marraine, elle s'était imaginé que le marquis n'inviterait que des hommes qui auraient passé l'âge de s'empresser auprès d'elle. Aussi fut-elle surprise de constater la présence de plusieurs jeunes gentilshommes, avides de retenir son attention. Toutefois, il lui était difficile de prêter un réel intérêt à leur conversation, tant elle se sentait étrangement attirée par le marquis. Elle le voyait aux côtés de Lady Newland, l'aidant à prendre un verre de champagne d'une main ferme, et s'assurant que tout nouvel arrivant lui fût présenté. Personne ne saurait être plus prévenant que lui, se dit-elle, et parce qu'elle ne l'avait jamais imaginé ainsi, elle se demandait si tant de gentillesse lui était coutumière ou s'il se montrait sous ce jour pour la première fois. Pendant le repas, Lady Newland était assise à la droite du marquis. De loin, Gilda observa la façon dont leur hôte expliquait à son invité d'honneur la composition des plats, lui approchait son assiette, lui tendait une cuillère, répondait à son moindre besoin. « Il est d'une grande bonté, songea de nouveau Gilda, persuadée que très peu d'hommes de ce rang prendraient la peine de s'occuper avec tant de soin d'une aveugle. » Quand le dîner, plus exquis qu'aucun autre, fut achevé, les femmes allèrent prendre place au salon, tandis qu'arrivaient les autres invités. C'est alors que Gilda découvrit la salle de bal, attenante au salon. Elle était encore plus vaste, dépouillée de son ameublement. Elle comportait à son extrémité une petite estrade pour l'orchestre, de multiples bouquets créaient un décor ravissant, des portes-fenêtres ouvraient sur le jardin où la lumière de lanternes vénitiennes redessinait les allées ou illuminait les arbres. Mais Gilda ne pouvait se rendre compte, à cette heure, de la beauté délicieuse de ce petit jardin, agrémenté d'une cascade et rempli de plantes venues du monde entier, à l'initiative du père du marquis. On en oubliait les dimensions modestes de cet ancien terrain vague. Une haute muraille l'entourait, si bien qu'en s'y promenant on se trouvait à l'abri des regards indiscrets. Et ce soir, l'atmosphère était mystérieuse et particulièrement romantique. Quand l'orchestre se mit à jouer, le marquis conduisit Lady Newland dans la salle de bal. Quelques chaises ayant été disposées dans un angle de la pièce, elle put s'installer confortablement en compagnie de ses amis, prêts à lui décrire les robes somptueuses des femmes qui dansaient. « Dites-moi qui sont nos plus belles invitées, mis à part, bien sûr, ma filleule. » Votre filleule est incontestablement le fleuron de tous les bals qu'elle honore de sa présence, répondit le marquis. Mais en dehors d'elle, il me semble que vous aimeriez admirer la princesse de Leven. Est-elle là vraiment? Elle a toujours fait mon admiration, mais je n'ai jamais osé le lui dire. Eh bien, c'est l'occasion ou jamais. Malheureusement, l'ambassadeur de Russie n'a pas pu venir, mais sa femme compte parmi mes plus anciennes connaissances, et j'ai été très honoré d'apprendre qu'elle a annulé un important rendez-vous afin d'être ici ce soir. Un peu plus tard, lorsque l'orchestre fit une pause, le marquis présenta Lady Newland à la princesse ainsi qu'au jeune diplomate russe qui lui servait de cavalier. Effleurant de son éventail le bras du marquis,
La princesse s'exclama. « Vous êtes un homme plein de surprises, monsieur le marquis, et rien ne pouvait m'être plus agréable que cette soirée où je ne rencontre que mes plus charmants amis, et vraiment aucun de mes détestables ennemis. » Le marquis ne put retenir son rire à la pensée que la princesse était si mauvaise langue qu'elle devait avoir tout un bataillon d'ennemis. Lorsqu'il la laissa en compagnie de Lady Newland pour aller accueillir les nouveaux arrivants, il remarqua que Gilda ne manquait pas de chevaliers servants. Les jeunes gentilshommes se disputaient le plaisir de la faire danser, puis de l'inviter à respirer l'air de la nuit dans le jardin. Si elle les suivait, elle leur interdisait de s'éloigner des portes-fenêtres pour s'aventurer dans la pénombre comme d'aller s'asseoir dans ces recoins qu'éclairaient trop peu les lanternes vénitiennes. « Vous vous conduisez de façon irréprochable. » Tout à coup, mademoiselle Wingate lui lança l'un de ses cavaliers. Gilda releva le menton et le regarda sans aménité. Après un bref silence, il ajouta. « Vous choquerai-je en parlant ainsi ?»« Parfaitement. Alors je vous prie de me pardonner, mais je dois remarquer que la dernière fois vous avez manifesté beaucoup plus de bonté envers moi que ce soir. » Gilda se sentit mal à l'aise. Que voulait-il dire? Faisait-il partie de ceux qui Loïse avait autorisé un baiser? Dans l'impossibilité où elle se trouvait de poser des questions, elle eut recours à son échappatoire habituel. « Je vais retrouver ma reine. Elle doit avoir besoin de moi. » Elle s'éloigna rapidement et rejoignit Lady Newland qui conversait avec son voisin. Elle attendit un silence pour s'adresser à sa marraine. « Je viens voir si vous désirez que je vous apporte quelque chose, marraine. »« Tu es très aimable, ma chérie, mais j'ai tout ce qu'il me faut, et je t'assure que cette délicieuse soirée me comble de joie. » Le voisin de Lady Newland intervint. « Vous êtes tenu trop longtemps à l'écart, mais puisque vous êtes enfin sorti de votre réclusion, je vous assure que plus aucune soirée ne se fera sans vous. » L'éclat de rire de Lady Newland exprima son bonheur. L'esprit tranquille, Gilda la laissa au milieu de ses amis. « C'est de moi que je devrais me préoccuper, se dit-elle. En empruntant le chemin que suivait Héloïse, je me demande dans combien de pièges je risque encore de tomber. » Dans le même temps, elle éprouvait l'exaltation que lui apportait le plaisir de danser et d'être complimentée sur sa beauté. Et puis, elle aimait se trouver dans la maison du marquis. Elle n'en avait jamais vu de plus impressionnante. Elle pensa aussi, en apercevant le marquis, à l'autre extrémité de la salle, qu'aucun homme n'avait plus belle, plus majestueuse allure. « Je comprends qu'Héloïse ait voulu l'épouser, » s'avoua-t-elle, tout en prêtant une oreille très distraite aux paroles du jeune gentilhomme qui venait de la rejoindre.